Un manoir mystérieux dans lequel des êtres humains servent de poupées humaines à des êtres d'ombre. Voilà l'ambiance dans laquelle nous plonge Shadows House. Vraiment un titre plein de mystères, mais captivant par cette atmosphère un petit peu feutrée qu'il propose et dont j'ai envie de vous parler dans cette nouvelle chronique. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga, comme toutes les semaines, et vous pouvez retrouver mes précédentes chroniques ainsi que nos vendredis lectures avec Rosalis via la playlist accessible dans la barre de description. Aujourd'hui, je vous parle donc d'un titre que je lis au format numérique, disponible aussi au format papier en France chez Glénat. C'est Shadows House, avec 5 tomes parus en France, 7 tomes au Japon, et un animé qui a démarré en avril 2021, sans doute une saison de 12 épisodes pour adapter, je pense, c'est mon pari, les 4 premiers tomes du manga. Shadows House démarre alors qu'on découvre un univers, un manoir où résident des nobles apparemment, mais dont personne ne voit le visage, puisque ce sont des ombres. Et donc c'est tout de suite ce qu'on découvre. On découvre dans les premiers chapitres de Shadows House une jeune fille, une ombre, Kate, qui dispose à son service de ce qui est nommé une poupée humaine, donc Emilico, qu'elle a nommé ainsi, pour lui servir eh bien, à la fois de servante et dans le futur devenir son visage. C'est-à-dire, l'idée c'est que comme ces ombres n'ont pas à proprement parler de visage et ne peuvent pas exprimer d'émotions qui sont lisibles et visibles, c'est d'ailleurs évoqué dès le premier chapitre avec un échange entre Emilico et Kate sur le fait de sourire, où Emilico propose d'ailleurs pour tenter de voir ce qui serait sur le visage de sa maîtresse, de regarder de profil pour essayer de voir comment, quand elle sourit. Eh bien, donc, ces poupées humaines ont pour rôle d'avoir une sorte de synergie avec leur maître et leur maîtresse pour véritablement les incarner et peut-être autre chose. On n'en sait pas beaucoup du tout au début de l'histoire. On découvre dans le premier tome un petit peu ce manoir, d'abord bien la chambre dans laquelle vit Kate et dont Emilico s'occupe, puis un petit peu plus tard quelques autres personnes qui sont dans la même situation que Emilico, qui sont là à venir en aide à leur maîtresse, et il y a un moment qui est emblématique que toutes les ombres préparent avec leurs poupées humaines. C'est le moment de l'exhibition, là où en quelque sorte le duo, le binôme va être testé pour voir s'il a la maturité suffisante pour devenir adulte et passer un nouveau cap dans le manoir qui semble être structuré en fonction des âges, mais aussi de la maîtrise que chacun a de ce jeu de double où eh bien, la poupée humaine doit être en face parfaite avec l'ombre dont elle a la charge, et parallèlement on apprend un peu plus ce qu'il en est de cette ombre. Il y a un élément assez mystérieux qui fait que ces ombres en fait dégagent de la suie quand elles ont de la contrariété. C'est ce qui eh bien, est retrouvable partout dans le manoir, et on découvre que cette suie a peut-être une vie propre, puisqu'elle peut carrément parfois prendre possession d'humains. Donc quelque chose qu'on va découvrir progressivement. Qu'est-ce que c'est ces ombres, quelle est cette fameuse suie qui est dégagée, et on va le découvrir à travers, donc à partir du deuxième tome et jusqu'au tome 4, une focalisation sur 4 jeunes qui ont à peu près le même âge qu'Emilico, mais qui ont des caractères très différents: Lou, Ricky, Sean et Loom. Et puis parallèlement, ces personnages-là ont leur ombre qui ils servent,
Et le but de ces personnages-là est de passer l'exhibition et d'être autorisé à découvrir une autre facette du manoir, sachant que chacun a une relation un peu étonnante avec son ombre. Certains sont extrêmement révérencieux, d'autres admiratifs, d'autres, à contrario, semblent carrément avoir même s'ils sont censés être au service d'eux, semblent complètement être plutôt sur le devant de la scène et à être leader dans ce binôme un peu étonnant qui les constitue. Donc vraiment des relations étranges, étonnantes qui sont décrites. Et c'est justement ce qui est intéressant dans cet univers, c'est d'une part cette ambiance calfeutrée dans un manoir dont on ne comprend pas véritablement ce qui se passe à l'intérieur. Ça rappelle, en tout cas ça m'a rappelé énormément la première phase de The Promised Neverland, où on était dans l'orphelinat, on savait qu'il se passait des choses à l'intérieur, à l'extérieur sans doute, mais on était vraiment dans une ambiance où en tant que lecteur on essayait de capter le moindre indice pour savoir un peu plus ce qu'il se déroulait sous nos yeux. On regardait les décors, les fonds, les relation entre les personnages, chaque petit élément, on va dire, mettait la puce à l'oreille. Là, c'est un peu la même chose pour Shadow House, dans une atmosphère que j'ai trouvée quand même, malgré tout, moins angoissante que The Promised Neverland, mais en fait, presque plus mystérieuse d'une certaine manière, et aussi avec cette ambiance de manoir un petit peu à l'européenne, à l'anglaise, aussi quelque chose de peut-être plus raffiné dans les ambiances. Voilà, donc on est à partir du tome 2 dans le fameux moment que doivent passer les ombres et puis leur poupée humaine, cette fameuse exhibition qui va donner à chaque personnage l'occasion d'aller au-delà de tout ce qu'il avait vécu auparavant. On va découvrir aussi le rôle assez incroyable que l'héroïne, qui est pleine d'énergie, d'enthousiasme. Clairement, en fait, Emihiko, c'est une des raisons qui fait que ce manga est agréable, parce que c'est une petite fille qui est pleine d'énergie, qui a envie de bien faire, mais surtout qui a beaucoup de cœur avec toutes les personnes qu'elle rencontre. Et c'est cette énergie-là qui fait que dès le départ, on est touché par ces personnages. Donc c'est un manga qui est en cours de parution au Japon, comme je le disais en introduction, avec 7 tomes parus. C'est un manga qui est prépublié de manière hebdomadaire dans le Young Jump. On se rappelle que le Young Jump s'adresse à un public un peu plus adulte que le Weekly Shonen Jump. Donc pour rappel, par exemple dans le Weekly Young Jump, dans les titres que j'ai récemment chroniqués, il y a le fameux Kaguya-sama Love is War. Donc on est face à des titres qui souvent ont une intrigue et un scénario qui essayent d'être un peu plus creusés et complexes que d'autres éléments, ou alors qui abordent des thèmes un peu différents. Et là en l'occurrence, Shadow House étonne par justement l'idée d'avoir cet univers ultra raffiné avec une héroïne justement, mais là aussi on sent bien qu'un cap a été franchi depuis quelques années dans les magazines de prépublication théoriquement de shonen manga, puisque à la fois dans le Weekly Shonen Jump il y avait The Promised Neverland que j'ai déjà cité avec Emma qui était l'héroïne, et là ici dans Shadow House c'est Emihiko qui est l'héroïne. Donc le vieil adage qui disait que souvent dans les shonen mangas, donc les mangas qui étaient plutôt destinés à un public masculin, c'était forcément des protagonistes qui étaient du même genre, qui étaient sur le devant de la scène. Les choses sont en train de changer, peut-être aussi parce qu'il y a un élargissement de la cible de tous ces mangas-là, et où cette division en fait est moins caractéristique que dans le passé. Par ailleurs, comme je l'évoquais, la série s'est fait suffisamment remarquer pour bénéficier dès maintenant d'une adaptation animée qui a tout son intérêt, parce qu'elle nous plonge vraiment dans cette ambiance
un peu, comme je le disais, européenne, victorienne, avec tous les mystères qui s'agrègent. En même temps, l'introduction de l'animé avec sa scène d'ouverture est un peu différente de la manière dont le manga démarre. C'est intéressant quand on a lu justement 4-5 tomes de l'œuvre originale de venir voir l'animé parce qu'on comprend mieux la place de cette scène d'ouverture et puis la réalisation artistique est vraiment réussie. Donc ça mérite vraiment le coup d'œil. Shadows House, donc en termes d'animé, est diffusé en France en simulcast grâce à Wakanim. Et comme je le disais, le manga est disponible en version numérique et en version papier aux éditions Glénat. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur dans le sens où j'ai vraiment apprécié de découvrir cet univers au fil des pages, de le voir s'étendre progressivement, mais aussi d'avoir tous les mystères qui se mettent en place avec au début vraiment des ombres qui ne sont que des enfants. On découvre à la fin du tome 2 un premier adulte qui n'est pas en l'occurrence une ombre mais qui se présente comme une poupée humaine, et puis plus tard on va voir d'autres personnages apparaître et d'autres mystères se révéler avec un deuxième arc qui démarre à la fin du tome 4 et qui lui aussi propose sa bonne dose de mystère tout en ayant apporté des réponses. C'était ça aussi la difficulté, savoir si le manga allait être à la hauteur quand il s'agirait d'apporter des réponses aux mystères qui avaient été introduits dès le début de l'histoire, et c'est le cas. C'est-à-dire que si au fil du tome, au tome 1 ou tome 2, on a des promesses, notamment sur certains personnages qui disent qu'ils révéleront des choses un petit peu plus tard, eh bien ces promesses sont tenues dans le sens où le scénario nous révèle véritablement des choses et nous permet de mieux comprendre cet univers d'ombre et de lumière aussi dans lequel on a été plongé. Donc une bonne construction, un manga qui promet pour la suite, et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de vous le présenter. C'est une de mes lectures favorites de cette année. Voilà, j'espère que cette chronique manga autour de Shadows House vous aura intéressé. Je vous encourage à découvrir ce titre à la fois du coup en manga et puis possiblement en animé. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!